Alors, pour commencer, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je ne lis pas des conférences. Je l'ai fait une fois au Jeu de Paume, mais c'était une faillite totale. Et j'ai même assisté un jour, il y a très longtemps, à une conférence de Jacques Derrida qui faisait une explication de texte classique de 3 heures, je crois, et qui est impeccable. Et ça m'a tellement impressionné et tellement fait peur que je ne voulais pas faire ça non plus. Alors, je vais essayer de commenter des textes, commenter des images et de donner les axes de sa pensée, d'expliquer un peu comment ça marche à l'intérieur de l'œuvre et de le faire dans un français qui est acceptable quand même. Mais pour commencer, la musique que vous avez entendue en entrant, c'était la musique de Terry Allen qui joue un rôle dans les vidéos récentes de Bruce et qui est ami de Bruce depuis longtemps. Alors, c'est pas simplement une ambiance cowboy, c'est une vraie ambiance, c'est la vie même de Bruce là-bas. Lui et sa femme habitent aussi à Santa Fe. Il est très ami et de temps en temps, il m'envoie des disques de Terry Allen. Alors, je dis, voilà, ce qu'il faut faire pour amuser les gens en entrant, c'est avoir un peu le goût de la maison. Okay? Et il faut aussi savoir que les lyriques des textes des chansons de Terry Allen sont très, très, très intéressantes, très marrantes et très subtiles. Alors, ça vaut la peine d'écouter lentement. Il y a une chanson sur ce disque-là qui s'appelle Lubbock et ça s'appelle un camion de l'art. Et c'est l'histoire d'un camion qui s'est écrasé sur la route et l'œuvre, tout un état d'artistes était là sur la grande route. Et c'est une vision apocalyptique des artistes. Et moi qui étais assistant des artistes, qui a fait accrocher des expositions, je m'identifiais avec les pauvres types qui étaient là avec leur camion écrasé et les objets d'art éparpillés un peu partout. Alors c'est un état d'esprit terre à terre vis-à-vis le monde de l'art. On parle beaucoup d'argent, mais on parle pas peut-être assez des objets et du métier de l'artiste et tous les métiers qui sont à côté. Alors, il y a 7 ans, j'ai fait la Biennale de Venise. J'étais commissaire de la Biennale de Venise et j'ai donné le nom de cette biennale. C'est penser avec les sens et sentir avec l'esprit. Et c'était pas tellement compliqué quand même. C'est une idée d'aborder le problème de la pensée binaire, des décalages et des contradictions, qu'on insiste toujours sur ces contradictions et ces décalages, au lieu de croire que quelque part il y a quand même un point de rapprochement et où les tensions sont peut-être plus fortes, mais aussi très intimes, et où la capacité de comprendre quoi que ce soit, ni de l'un côté ni de l'autre, dépend de l'acceptance de cette relation intime des opposés. Donc la logique, c'est pas le contraire de l'état d'esprit de l'homme qui joue. Homo ludens n'est pas le contraire de Homo sapiens. Et les gens qui font des choses sérieuses de métier ne sont pas le contraire des intellos. L'idée que le monde soit divisé entre corps et idées, mentalité, et une idée que la culture de l'Ouest insiste dessus depuis longtemps, mais qui nous tracasse, qui nous cache beaucoup de choses. Et je crois que comme axe principal, on peut accepter que l'œuvre de Bruce Nauman, c'est un des œuvres artistiques où le monde conceptuel veut cacher quand même le fait qu'avoir des idées ne c'est pas perdre conscience de son corps, et qu'avoir des idées à travers le corps est aussi possible, et de penser d'une façon stricte n'est pas le contraire d'être ému, de sentir dans le sens émotionnel non plus. La perception, la conception, les émotions, les idées ne sont pas des contrariétés, ce sont des aspects de notre nature. Tout simple. Et que l'œuvre de Bruce, c'est justement de faire rendre compte que c'est ça le cas et qu'il y a des tensions énormes, mais que les tensions sont à l'intérieur de nous. Et que l'œuvre d'art était en quelque sorte un effort de faire montrer les choses qu'on sache déjà, mais que notre conception, notre épistème nous empêche vraiment d'accepter. Alors, je vais faire
quelques images en passant, et je vais faire une histoire de sa carrière, mais voilà un de ses premières sculptures qui est basé en quelque sorte sur un contexte du moment. C'est le moment où les gens qui travaillaient les matières, les arts de processus et d'informe et de minimalisme et tout ça, se confrontaient à une idée plutôt classique de la sculpture. Alors, il faut dire que Bruce Nauman est connu comme artiste conceptuel et on le connaît aussi comme vidéaste et tout, mais en fait, il a une formation artistique classique, tout à fait. Il dessine vraiment avec beaucoup d'énergie et souvent et avec grande dextérité, grand talent, grande virtuosité. Et le dessin, c'est très important pour lui. Alors, quand on voit les commissaires d'exposition qui essaient de faire des contrastes historiques en disant on a dépassé le dessin, on a dépassé la peinture, on a dépassé la sculpture, et on est arrivé au moment où on fait maintenant que des images médiatiques ou que des textes philosophiques, etc., etc. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance de vraiment comment pensent les artistes qui ont fait ce trajet, qui ont fait ce changement, qui a effectué les changements d'esprit que nous vivons actuellement. Alors que Bruce, qui était l'étudiant de Wayne Thiebaud, artiste pop, qui était son surveillant de classe à l'Université de Californie et qui aussi dessine depuis longtemps avec un intérêt sur les grands dessinateurs comme Willem de Kooning et tout, et qui vit en plus avec une femme dessinateur et peintre, Susan Rothenberg, n'est jamais loin des médiums classiques traditionnels, des moyens classiques et traditionnels. Ils y réfléchissent tout le temps. Alors, ce contraste entre le nœud qui est de matière brute, depuis 10 ans, et le nœud des bras, c'est un de plusieurs sculptures de cette époque-là, où il faisait comment dire, les castes, les moules, castes, les moules directs des corps, et à ajouter quelque chose avec. Là, c'est l'oreille de Westermann. Westermann, c'est donc un artiste américain, H.C. Westermann, très important. Un artiste dont Donald Judd a dit un jour, c'est peut-être la meilleure sculpture de ce moment. Donald Judd qui faisait quelque chose de tout à fait différent. Et là aussi, on voit que la corde devient un élément plastique vis-à-vis l'image mimétique du corps actuel. Alors là, ça c'est autre chose. Ça, c'est dans la collection de Philip Johnson. C'est toujours à sa maison en Connecticut. Et c'est des petits morceaux de néon de 7, en numéro de 7. Donc, ça veut dire c'est les 7 étapes classiques du corps. Et le corps classique était divisé en mesures, en unités de 7. Et c'était 3 têtes d'épaisseur et 7 morceaux comme ça. Alors ça, c'était plus ou moins une sculpture grecque fait dans la matière du XXe siècle. Et c'est quelqu'un qui réfléchisse vraiment sur ce décalage, sur aussi le fait que les proportions classiques sont belles, pour des raisons. Et on peut les faire dans un idiome de notre temps, mais c'est pas oublier le principe derrière. Et on peut aussi faire des commentaires dessus. C'est pas simplement de faire valoir des choses anciennes, mais avoir toujours dialogue entre ce qui est de nous, plutôt, et ce qui est vraiment classique. Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté pour MoMA. C'est fait avec du tin foil, comment dire ça? C'est du métal pour emballer les choses dans le frigidaire. Et c'est avec du feutre, et c'est avec de l'huile d'un auto. Et c'est vraiment dégueulasse, franchement. Ça appartenait à Ed Kienholz, qui était un connaisseur de ce qui est dégueulasse, et qui l'a roulé au-dessus de son lit pendant très longtemps et qui un jour l'a vendu. Alors ça aussi, c'est la proportion du corps. C'est le trou plus grand, c'est ça. Les autres sont ça et vers ça. Ok. Ça veut dire, ça, c'est des morceaux du corps étalés dans cette matière vraiment répugnante
Et si on le touche, on retire de l'huile. Hein. C'est un corps qui est comme nous, pas toujours propre. Hein. Alors que c'est un corps. Et c'est la taille d'un corps, mais c'est vertical et non pas, c'est horizontal et non pas vertical. Et c'est une façon d'évoquer les problèmes classiques de la représentation mimétique, mais pas, comme j'ai dit, dans les moyens classiques. Et là, c'est les impressions de genoux du même genre. Alors ça commence à changer un peu, et je vais expliquer d'autres choses. D'abord, les critiques formalistes américaines, Rosalind Krauss et Clement Greenberg, ont fait un schéma de l'histoire de l'art qui nous embête énormément toujours. Hein. Et c'est une critique d'art qui va dans le sens d'une réduction de tout ce qui est mimétique à des choses abstraites, tout à fait abstraites, et donc un changement de matière définitive entre représentation, dessin, sculpture, peinture, aux choses conceptuelles ou abstraites. Et les histoires de l'art sont écrites sur ce base, du moins aux États-Unis, mais de plus en plus ailleurs aussi. De plus en plus, on regarde l'histoire de l'art comme étant quelque chose qui a quand même une téléologie, un destiné nécessaire sur le plan historique, qui n'est pas en fait nécessaire, qui n'est pas vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art. Alors, Naumann, c'est un des artistes qui insiste, et il y en a d'autres bien sûr, mais un des artistes qui insiste sur le fait que les choses n'ont pas changé tant, et que même parmi les gens qui sont responsables justement pour les innovations techniques, la pensée, la réflexion, le point de repère, c'est toujours quelque chose de longue date et non pas de courte histoire. Alors là, c'est un problème différent. Il se prend son propre visage comme matière plastique. Faire une sculpture plastique de l'homme, on commence avec quoi? On commence avec ça. On fait ça. On joue comme un bébé avec son propre corps. Aussi, on voit que ça devient autre chose aussi, parce que la bouche, c'est là où on parle. Et manipuler la bouche, c'est aussi commencer à manipuler la parole, et donc le texte aussi, mais pas le texte écrit, le texte dit. Alors là, c'est le même problème, plus ou moins, mais ça, c'est dans un technique hologramme qui était très répandu pendant un certain moment, ça n'existe presque pas maintenant. Ce sont des photos à l'allure de 3 dimensions. Et c'est lui-même qui manipule son propre visage. Donc, on commence avec un dessin académique plutôt, de quelqu'un qui joue avec ses lèvres et ses joues. Alors maintenant, c'est le type lui-même qui joue devant l'appareil de photo avec son corps. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et ça devient grotesque et un peu effrayant, parce que les lumières du hologramme sont des lumières un peu exotiques, disons. Alors, mais ce n'est pas expressionnisme, vraiment. C'est une espèce de connaissance de soi-même qui dépasse le décorum normal, disons. Il y a par exemple une vidéo de beaucoup plus tard où il pousse ses yeux. Il envahit ses yeux avec son doigt et son nez aussi. Et puis qu'il est né, c'est pas gentil dans la société polie, mais quand même tout le monde le fait, je crois. Et en tout cas Bruce le fait, et c'est parce qu'il veut explorer le corps, toucher, chercher. Il a aussi fait ça avec ses couilles. Il a peint noir et puis il jouait avec. Alors j'ai dit ça hier, couilles. Même les Américains savent cette expression. Alors le corps est plastique. Les mots sont plastiques aussi. Comme j'ai dit, la parole est plastique parce que c'est notre corps qui fait les paroles, mais les mots écrits sont aussi plastiques. Alors, Naumann joue avec les mots comme si c'était quelque chose d'élastique, si c'était quelque chose vraiment de la boue, quoi. Alors ça, c'est Love Me Tender, qui vient d'une chanson d'Elvis Presley, très connue. Il réarrange l'ordre des mots, le syntaxe, pour en trouver des autres idées, des autres résonances. Il en a fait beaucoup d'expériences comme ça. Il a même fait avec son nom. Il a écrit Bruce, comme ça, très large, en néant,
Il a écrit Naumann aussi. Il a fait tout un état d'images néant et aussi en dessin qui prend la matière de son propre nom et le traite avec une liberté d'expression et avec un humour aussi qui est vraiment sans précédent dans l'art classique. Et quand on pense de l'importance que les signatures des artistes ont eu dans le XXe siècle, ou les signatures de Kooning ou de Picasso, je ne sais pas qui, Matisse, est connue comme œuvre d'art en lui-même, ou même chez les artistes comme Jasper Johns ou Robert Ryman, une signature, c'est vraiment une image dans l'œuvre, que Naumann prend ça et le manipule d'une façon tellement libre, tellement comment dire, sans respect, disons, est très important. Mais ça, c'est Love Me Tender, ça, c'est l'art pop, en quelque sorte. Enfin, c'est une chanson populaire d'Elvis Presley, mais ça commence à être un jeu de mots qui vient de l'idée que tout ce qu'on dit est un jeu de mots. C'est bien la pensée de Wittgenstein qui disait que les jeux de langage sont la source du sens que nous avons du monde. Et que le libre jeu des sens est justement ce qui est dedans, la philosophie du langage. Alors, selon Wittgenstein jeune, et selon les philosophes britanniques de cette époque-là, il y avait justement ce règle qu'une phrase ne peut pas avoir du sens que si les termes peuvent être vérifiés dans la réalité. Si, par exemple, Ayer a dit « Voilà, je sais qu'il y a une montagne sur l'autre côté de la Lune », ça a un sens, même si je ne peux pas y aller, parce que si je pouvais y aller, je pourrais le voir. Mais on ne peut pas parler des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas vérifier par des moyens scientifiques. Et justement, là aussi, Naumann est très, très au courant de ces problèmes, et comme Jasper Johns et beaucoup d'autres dans les années 60, il a lu Wittgenstein de très près, et il intéressait beaucoup au problème de comment est-ce qu'on parle des choses qu'on ne voit pas. Et on ne peut pas voir, en effet. Et est-ce qu'on peut parler? Est-ce que ça n'a aucun sens de parler des choses qu'on ne peut pas vérifier? L'esprit scientifique des années 60 et autres, le positivisme américain et anglais était très fort et a exercé une influence énorme sur l'œuvre de Bruce. Et justement parce qu'il voulait résister à ce positivisme sans complètement le rejeter. Il n'est pas un type qui lutte contre l'antimétaphysique avec de la poésie floue ou avec des rêves. Il lutte avec des outils même de la positivisme. Il montre où les systèmes figés commencent à s'écraser sur les données d'une pensée qui va au-delà de ce qu'on puisse dire, mais qu'on peut quand même penser. Et là aussi, il y a une chose chez Wittgenstein qui est très importante, qui dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et des choses qu'on ne peut pas dire, il ne faut rien dire. On est interdit vraiment de parler des choses qui n'ont pas de sens linguistique dans le sens d'une idée vérifiable, mais on peut les faire montrer. Et ces choses-là étaient à la fois l'esthétique, l'éthique et la religion. Alors, comment un artiste comme Naumann peut discuter ou traiter des aspects de la vie et de la conscience qui sont en dehors de ce qui peuvent être prouvés, mais qui est quand même une présence dans la pensée de beaucoup de monde quand même. Et justement, c'est de faire montrer. Et ce que son œuvre est dans l'ensemble, c'est de faire montrer tout. De faire ses doutes, montrer ses doutes, ses peurs, ses espérances, et de se dire, est-ce que ça a de sens? Alors, ça c'est un jeu de mots aussi, du style de Love Me Tender, et ça c'est Run From Fear, Fun From Rear. Alors il y a cet aspect vulgaire, mauvais garçon de Bruce qui est très important. Je ne veux pas dire que c'est un type sage et sérieux, ou comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui joue vraiment. Et il joue d'une façon assez dure quand même. Il joue d'une façon qui est choquante des fois. Mais il joue, c'est toujours un joueur. C'est justement un Homo Ludens à la Hausinger, qui était un philosophe hollandaise, qui a écrit sur le principe du jeu dans la vie et du jeu dans l'art. Alors ça, c'est très important. Quand Bruce a fini ses études à UC Irvine, l'Université de Californie Irvine, là où il étudiait avec
Wayne Thiebaud. Il s'est retiré et il a loué une petite, comment dire ça, pas une usine, mais un espace commercial où on stockait des boissons. Alors, il a vidé. Il disait, en effet, moi, je vais commencer à table rase à voir ce que c'est qu'un artiste. Et ce que c'est un artiste, c'est ce que fait un artiste. Et je vais me donner des problèmes, des exercices chaque jour différent, pour justement de tâter un peu les extrêmes de la capacité d'un artiste. Et je vais me poser la question, est-ce que je suis un artiste ? Est-ce que je suis vraiment un artiste et est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vraiment de l'art? Alors, comme ça, il a fait beaucoup de choses, mais un des plus importants, c'est cette affiche en néant, qui est faite avec les mêmes matières que les affiches néant qui étaient dans la vitrine de cet établissement, où on stockait des bières et des boissons sucrées, etc., etc. Et c'est une spirale, bien sûr, et ça dit « The true artist helps the world by revealing mystic truths ». Le vrai artiste aide le monde en révélant des vérités mystiques. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en 65, 6, je ne sais pas, 67? Qu'est-ce que ça veut dire dans un pays, pendant la guerre au Vietnam, par exemple, pendant toutes les crises sociales et politiques de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire dans un monde de l'art qui est de plus en plus sceptique? Qu'est-ce que ça veut dire dans un monde où on ne sait pas vraiment si un artiste est voyeur, comme disait, comme voyant, je veux dire, comme Rimbaud. Est-ce que l'idée de l'artiste étant spéciale parce qu'on voit clair et plus loin que les autres, est-ce vrai, vraiment? Et Bruce voulait se poser la question. Il voulait le poser aussi dans un idiome qui était équivalent en quelque sorte de la grande peinture quasi symboliste et abstractionniste abstraite. Alors à l'époque, que Rothko était toujours vivant, et que de Kooning était toujours vivant, et que Gaston était toujours vivant, alors qu'il vient de mourir, mais il y avait beaucoup d'artistes qui croyaient vraiment qu'eux, ils étaient des voyants. Et qu'eux, ils étaient capables de percer la voile de la matière, la voile aussi psychologique, et de réaliser et d'aborder les sujets innés, cachés même, et de la métaphysique intérieure, disons. Alors, comme ça, il a choisi les couleurs, qui sont les couleurs commerciales, mais qui brillaient d'une façon plus brillante même que Rothko. Et pour poser la question sur, justement, est-ce que Rothko a un mystique qui voit plus loin que les autres? Est-ce que moi, je suis un mystique qui voit plus loin? Est-ce qu'on devait être ou est-ce qu'on devait laisser tomber? Il a mis dans sa vitrine, et c'était entre lui et son public, alors que le public qui attendait, je ne sais pas quoi, un Schlitz, un Budweiser, je ne sais pas quoi, voyait ça, et que lui, quand il tournait son dos vers l'extérieur, après avoir fait quelque chose dans l'intérieur de sa chambre, il devait regarder justement le défi de cette idée déclarée dans la vitrine. Alors, ça c'est self-portrait comme as a fountain, donc autoportrait comme une fontaine. C'est encore un jeu, c'est une blague, mais une blague sérieuse. Est-ce que l'artiste est quelque chose, est quelqu'un qui est comme une fontaine, qui est inépuisable, qui donne au monde tout ce qu'on peut donner? Il a fait aussi des dessins sur le même sujet, mais ça c'est un jeune type un peu maigre, pas tellement beau, qui fait du vaudeville. Myriam, il y a quelqu'un qui fait des expressions. Non, c'est une espèce de blague sérieuse sur ce que c'est qu'un artiste, et c'est aussi une sculpture classique, mais non classique parce que c'est un mec américain normal, quoi. Et ça, c'est Bound to Fail. Il y en a deuxième, ça c'est Henry Moore, Bound to Fail. Ça c'est en photo, ça vient du même série que la photo avant, et ça vient d'un objet qui était fait d'abord en
comment dire ça, plâtre et cire, et ensuite dans bronze, donc une matière classique. Et sur le plan critique et, du moment, il faut réfléchir que de faire un objet en bronze à cette époque-là, c'était inouï. Hein. À part Louise Bourgeois et peut-être Jules Sapir, presque personne ne le faisait. Le bronze était arriéré, était ancienne, était réac, etc., etc. Alors, faire un objet en bronze, c'était un défi vis-à-vis l'avant-garde. C'est au même moment, je dois dire aussi, que Gerhard Richter a commencé à faire le même avec la peinture, de faire des images en peinture qui étaient un défi au système de Duchamp. Je ne veux pas Duchamp parce que Duchamp avait de l'humour et beaucoup d'esprit, mais les gens qui étaient de l'école de Duchamp a déjà figé le jeu et a déjà prohibé beaucoup de choses. C'est impossible de faire ceci, c'est impossible de faire cela. Alors là, c'est Nerman, jeune artiste, qui fait l'impossible, qui fait le défendu. Alors ça, c'est Henry Moore Bound to Fail. Bound to Fail, ça veut dire voué à l'échec en anglais. C'est aussi un jeu de mots parce que bound, ça veut dire comme ça. Alors, moi, j'ai fait une erreur dans un texte que j'ai écrit il y a très longtemps, où je croyais qu'il fait ce blague justement aux dépenses de Moore lui-même. Et Bruce m'a corrigé en disant c'est pas du tout comme ça. C'était justement à ce moment-là que beaucoup de sculptures modernes, qui travaillaient avec les matières nouvelles, qui travaillaient avec les formes nouvelles, a commencé vraiment à se moquer de Moore, parce que Moore était partout, parce qu'il était un grand classique, parce que toutes les places publiques avaient des Moore installés, etc. Et les gens se moquaient. Et moi, je croyais que Moore était quand même très intéressant. Alors, je voudrais faire quelque chose qui pourrait valoriser un peu Moore au moment même qu'on était en train de le rejeter. Donc, dans le conflit d'Édipe entre les jeunes artistes et les artistes établis, Bruce a pris le part du père, en fait, mais en faisant d'une façon tout à fait différente que le père. Et ça aussi, c'est un light trap pour Henry Moore. Ça, c'est fait, sa photo, fait avec de la lumière, un peu comme les photos qu'a fait, je ne me rappelle plus son nom, mais de Picasso, dessinant. Alors dans l'enceinte de cet espace, il a aussi fait beaucoup d'expériences de danse et de musique. Alors d'abord, il faut dire c'est que Nerman n'est pas un danseur et il n'est pas non plus un musicien. Il a joué de la guitare, il est aficionado de la guitare, surtout de la guitare country, mais aussi d'autres choses. Mais il n'est pas vraiment un virtuose de ces matières. Alors, il se présentait comme quelqu'un qui essayait de comprendre ce que font les gens qui sont vraiment doués et experts et entraînés, à partir de ne pas être doués, entraînés et experts, et de comprendre mieux l'intérieur du problème de l'art comme l'antithèse de celui qui représente cet art au plus haut niveau. Alors comme ça, il a fait justement une série de ballets personnels, privés, qu'il a enregistrés sur vidéo. Et on voit exactement là, il cite Beckett. Bruce est depuis longtemps quelqu'un qui lit Beckett de près, et pour qui Beckett et la frustration et la façon d'introduire l'humour existentiel et tout est très important, mais il ne le fait pas en imitant Beckett, il le fait en faisant lui-même son propre travail à partir des mêmes données. Alors ça, c'est la danse, ça c'est le dessin, et ça c'est la danse. Et c'est Bruce lui-même, dans son studio, où il a marqué un terrain à l'intérieur duquel il a dû faire cette danse, il le fait à l'épuisement. Et dans ces vidéos, qui sont dans la collection d'Iliana Sonnabend et Leo Castelli, dans ces vidéos, on le voit souvent entamant un exercice très difficile, et puis se lassant, s'épuisant. Et le jeu de l'œuvre, c'est justement de voir le moment où la concentration mentale lutte contre la concentration physique. Ça, c'est Bruce jouant du violon, qui ne joue pas. Et les notes sont D-E-A-D, donc dead, mort. Il répète, il répète, il répète, il répète. Alors, c'est en quelque sorte l'équivalent de l'écriture au degré zéro,
mais c'est la sculpture au degré zéro, c'est la danse au degré zéro, c'est la musique au degré zéro, c'est la réduction radicale de l'art, d'un tel art, d'un métier d'artiste, pour approfondir pour lui-même et pour les autres ce que c'est que cet art et ce qui est possible. Alors là, on voit simplement parce que vous allez voir beaucoup de crayons dans l'expo. Et voilà, c'est un exercice de dessiner avec un pied et les mains. Alors, d'autres aspects de son œuvre à cette époque-là, c'était justement des espaces un peu labyrinthines, un peu comme les carcelles, comment dire ça, les prisons. Il a établi des espaces très inconfortables justement pour viser le corps, pour mettre piège au corps et au concept de corps. Parce que si on suit cette corridor-là vers les vidéos, on se voit en arrière partant. Alors le corps actuel approche le corps dans l'image de vidéo, mais le corps dans l'image de vidéo disparaît au fur et à mesure que le corps qui approche fait du progrès. Et un corps coincé, un corps qui est vraiment inconfortable dans son espace, parce que c'est justement le contraire de l'architecture classique. C'est pas la taille de l'homme, c'est non plus de l'architecture de Corbusier, c'est pas la taille de l'homme, c'est anti-humaniste en quelque sorte, mais pour mettre l'accent sur ce qui est l'humain. Alors là, il faut une petite digression que j'écris, sur laquelle j'écris dans le catalogue. Et comme j'ai dit, l'époque des années 60-70 aux États-Unis était l'époque du scientisme, des sciences sociales surtout. Alors il y a un poème très marrant de W.H. Auden. Il a présenté un discours aux étudiants de Harvard à leur comment dire, graduation, on dit ça en français, à la fin de leurs études. Et parmi tous ces mots, il a dit « il ne faut jamais commettre un science sociale ». Ça, c'est la 11e demande de Dieu. Alors, mais les sciences sociales étaient les plus développées de toutes les cultures académiques, intellectuelles aux États-Unis à l'époque des années 60. Des gens qui faisaient de la science sociale avaient des réponses à tout, avaient des solutions à tout, ils croyaient. Et parmi eux, il y avait un homme à Harvard qui s'appelait B.F. Skinner, qui était très fameux, et qui voyait l'avenir dans une utopie tout à fait basée sur le principe qu'on peut changer les gens fondamentalement en leur donnant des régimes de récompense et de punition, de dépravation. Et on peut traiter les hommes comme on traite les animaux dans les expériences scientifiques, enfin comme les rats. Que l'homme n'est plus compliqué qu'un rat, enfin, foncièrement, n'est pas plus compliqué qu'un rat, et qu'on peut le faire apprendre de ne pas faire ce qui est mauvais, et on peut le faire apprendre comment faire ce qui est bien, en faisant justement ce régime de oui et non, de récompense et de déprivation. Et c'était vraiment une idée très forte dans la société américaine et ailleurs. Il a inventé une utopie qui s'appelait Walden 2, et c'est plutôt le côté totalitaire de Walden original. Alors, ça, c'est une installation où il y a justement une labyrinthe en plexiglas, des images projetées sur un écran, et les images qui sont projetées aussi à l'intérieur du labyrinthe. Alors, dans ce cas-là, je crois que c'est bien l'image d'un jeune musicien qui joue à la batterie, furieusement, un peu spastique aussi, hein, un peu désinvolte, un peu maladroite, même beaucoup. Alors, ça pose une question. Alors, faire de la musique, c'est quoi ? Faire de la musique, c'est pas quelque chose de romantique, c'est physique. C'est s'entraîner de faire des actions qui sont pas naturelles, se donner une seconde nature. Et de le faire par répétition et par discipline et même par supplice. D'être musicien, c'est justement se donner un exercice extrêmement pénible, extrêmement long et avec résultats très douteux, pour arriver à quelque chose d'idéal. Alors,
le type qui joue à la batterie, il joue avec furie peut-être, avec joie de jeunesse et tout, mais justement son corps est en train de se préparer à le faire toujours mieux, plus fort, etc. Et ça, justement, c'est le problème de behaviorism. C'est le nom de cette école, mais c'est l'étude de la conduite et de la coercion du conduite vis-à-vis quelque chose qui est plus positif. Pour Naumann, c'est de la musique. Mais il voit dans les deux la même chose, en quelque sorte. Alors là, deux images, c'est du café, et ça aussi, c'est du café. Alors ça vient aussi de la même série de photos, mais aussi en vidéo. Et c'est le moment où on cherche une tasse de café qui est chaude, et on sait que c'est chaud, déjà. Mais on le cherche quand même, et on arrive à le toucher, et ça brûle, et on laisse tomber, et le café est répandu partout. Okay? Alors, c'est une image, c'est une métaphore pour le fait qu'on sait quelque chose, mais on fait le contraire. On est incapable vraiment d'apprendre les choses d'après l'expérience. On est toujours en rébellion ou bien simplement trop peu ouverte à la réflexion consciente de faire ce qu'on sait on doit faire. Alors là aussi, c'est très simple. Et il y a une critique d'art qui a écrit que l'expo de Naumann est faussement simple. Alors, je ne connais pas la critique d'art et je ne veux pas faire une critique d'elle, mais je crois qu'il n'y a rien de simple chez Bruce, il n'y a rien de faux chez Bruce. C'est toujours des choses qui sont compliquées justement parce que la simplicité impose la connaissance ou la conscience d'une faute dans la conscience humaine et la pousse très loin. On est en faute. Alors là, Anthro-Social, Wendy, c'est au sous-sol. Il faut vraiment pas simplement le voir, mais l'entendre. Il faut rester avec longtemps. Alors ça, c'est une œuvre qui a été faite pour une exposition que j'ai faite au MoMA, ma première exposition au MoMA. Et c'est une installation où un artiste de performance, Randy Eckert, chante deux chansons à haute voix et à plusieurs tailles et à l'envers des fois. Et il chante « Help me, hurt me, sociology ». Feed me, eat me, anthropology. Alors, il le chante vraiment, donc ça devient une espèce de chorale du même homme qui chante une chanson qui est presque comme les chants grégoriens, et c'est une plainte et c'est une commande à la fois. Priez, aide-moi, sociologie, oui, mais ne me faites du mal. Ne faites du mal. Priez, feed me fait manger, mais ne me mange pas. Alors, c'est l'appel de l'homme envers les sciences sociales qui est à la fois rempli d'espérance optimiste et aussi de l'angoisse profonde de peur. Et c'est une chorale qui fait d'une façon musicale, il était musicien en fait, il est compositeur en fait, et qui fait cette contradiction, cette ambivalence approfondie dans l'espace. Et comme j'ai dit dans le catalogue, une fois quand avant que l'exposition était ouverte, je suis entré dans cette salle qui était tout à fait vide, sauf Bruce, qui était au sol, en plein milieu, en écoutant toutes ces voix. Et quand vous abordez la musique de Bruce, il faut rester longtemps, même quand il hurle, même quand il crie, parce que les tonalités sont très bien registrées, sont très bien alignées, et après un certain temps, même le cri le plus féroce devient quelque chose de très bel. Alors ça, c'est Violent Incident. Ça aussi, c'est une question de faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est deux personnes, enfin, on n'est pas loin des sciences humaines, mais on est plein milieu de la misère quotidienne domestique. Un homme et une femme à table. L'homme retire le siège de la femme essaie de s'asseoir et il le retire encore plus, elle tombe par terre. Et ensuite, c'est la femme qui le fait pour l'homme.
Et c'est une bagarre, c'est une guerre de tranchées domestiques entre hommes et femmes, et c'est perpétuel et sans résolution possible. Et il le fait là comme dans un grid, je ne sais pas comment dire ça en français, mais en fait dans les carrés, pour que ce soit encore une fois une amplification, une contraste toujours de ce même scénario qui se répète, qui se répète, qui se répète. Alors, moi, je suis marié depuis 35 ans, je suis qu'à 30 ans, mais je crois que ma femme a beaucoup de moments où elle voulait retirer la chaise, et je dois admettre que moi aussi, des fois, j'ai eu ce sentiment. Alors, il y a l'humour, et vous riez comme vous devez, mais quand même, au même temps, c'est une vérité profonde qui n'est pas simple. Parce que la vérité derrière n'est pas simple. Et ce n'est pas fausse non plus, c'est trop vrai. Alors ça, c'est 100 Live and Die. Ça, je vais le lire en quelque sorte. Alors ça, c'est un néant où il fait la conjugation des simples verbes et des simples contrastes. Attends. Et je vais finir dans 5 minutes ou 6. Alors, n'ayez pas peur. 100 Live and Die, vivre et mourir. C'est live and die. Ensuite, c'est die and die. Ensuite, c'est shit and die, donc faire de la merde et die. Pisser et die. Eat et die. Sleep et die. Love et die. Hate and die. Fuck and die. Speak and die. Lie and die. Hear and die. Cry and die. Kiss and die. Rage and die. Laugh and die. Touch and die, feel and die, fear and die, sick and die, well and die, black and die, white and die, red and die, yellow and die, sing and die, scream and die, young and die, old and die, cut and die, run and die, stay and die, play and die, kill and die, suck and die, come and die, go and die, know and die, tell and die, smell and die, fall and die, rise and die, stand and die, spit and die, try and die, fail and die, smile and die, think and die. Et le contraire, c'est le même. Je ne vais pas tout faire, mais quand même. Die and live. Live and die. Shit and live. Piss and live. Eat and live. Sleep and live. Et ainsi de suite. Alors, d'abord, si vous écoutez ça, et écoutez, c'est pas ce qu'on fait parce que c'est visuel, c'est pas dit, mais on peut quand même entendre les sonorités intérieures de cette litanie. De l'autre côté, la façon que ça marche, c'est que d'abord c'est tout noir. Alors, et ensuite, on voit une seule phrase ici, et de l'autre côté, on voit une seule phrase aussi là-bas. Et ça change comme ça, qui fait une espèce de mot croisé dans le noir. Et ensuite, les blocs se font tout ensemble en lumière. Et ensuite, c'est éblouissant, c'est tout le texte qu'il a. Et ensuite, c'est tout noir. Alors, c'est une expérience de tous les verbes, tous les états d'âme, tous les états du corps, de la vie quotidienne, de la vie banale, disons. Et c'est un texte qui est plus vrai que vrai, plus pénible que pénible, aussi très marrant des fois. Et c'est une sommation, c'est un résumé des états, fait d'une façon tout à fait consistante avec le néant qu'il a fait dans son atelier à San Francisco. Il dit quelque chose de très important dans un idiome commercial. Et je crois que c'est aussi très important là, que les gens qui sont habitués à voir des choses commerciales ou à voir des réclames ou même des messages politiques ordinaires quoi, dans le néant, quand ils voient quelque chose qui n'est pas de ce genre dans le néant, ils reconnaissent que c'est quelque chose de spécial. C'est un appel direct à eux par le médium de masse, mais pour dire quelque chose qui est plutôt intime que général, même si les conditions humaines qui sont référées sont générales et de masse. Alors, c'est un jeu de sémiotique très subtil et en même temps, c'est très beau. Alors, encore, question de la maîtrise, et je vais terminer avec ça, je crois.
maîtrise de soi et maîtrise des autres et maîtrise du monde. L'homme est né pour maîtriser le monde selon quelques-uns, mais on fait des bêtises tout le temps. On ne fait pas bien. Et on le fait à un prix insupportable. Mais dire ça, c'est de faire de la morale. Bruce ne fait pas de la morale. C'est quelqu'un qui pense sur les questions morales tout le temps, mais il ne fait pas de la morale aux autres. Et il ne prend pas de position antithétique, ça bien, ça mauvais. Il n'y a pas de politically correct chez lui du tout. Alors, ça, c'est un vidéo, une sculpture qu'elle a fait, qui s'appelle George Skinning a Fox. Et ça tourne, c'est un mécanisme qu'on utilise chez les animaux domestiques, et surtout des chevaux, pour les faire marcher. Et à l'intérieur, il y a justement ce petit écran de vidéo, et ça tourne. Et il y a des écorchés d'animaux pour les gens qui font du taxidermie, et ça tourne, et c'est un peu infernal d'avoir tout ça, ces bestiaux en agonie qui tournent par la tête. Mais on entre dedans et on voit un type, un chasseur, en train de dépeler un animal qu'il a tué, avec une tendresse, une soin incroyable. Et Bruce aussi était chasseur pendant un certain temps. Alors, il pose la question de si c'est de la violence de tuer un animal ou c'est l'amour ou le respect qu'un tueur d'animaux, un chasseur, un vrai, a pour l'animal. Est-ce que ça, c'est un problème ou est-ce que c'est comme ça dans le monde où on chasse toujours? Il essaie de regarder le métier de chasseur comme étant quelque chose de valable, quelque chose de raffiné et quelque chose qui a à l'intérieur un respect pour la nature plus élevé peut-être que les gens qui achètent du bœuf au bon marché, quoi. Ça, c'est le côté plus infernal encore. Ça tourne, c'est en bas. Et on ne peut pas l'entendre parce qu'il y a des compétitions de bruit, mais il y a un cri qui sort du bestiau qui est tiré par le ficelle de fer sur la base de comment dire ça, de masonite. En fait, c'est comme de choc. La craie, c'est la craie sur un fond noir qui crie comme ça, ok? Et c'est la même chose. Alors là, c'est vraiment une image du monde des animaux en supplice humain. Et là, c'est des bestiaux réarrangés, remaniés. Et c'est à peu près la même chose que Love Me Tender. Si une phrase est un corps, avec des relations établies du verbe, de l'adjectif, du nom. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on prend les structures physiques et les réarrange, récrée? On crée des choses grotesques, mais aussi on crée des choses quand même fantastiques et de leur façon belles, je veux dire. Et là, c'est l'ensemble des deux. Et là, je vais terminer peut-être avec ça, parce que c'est déjà 9 heures. Là, c'est Bruce en train de faire le cheval chez lui. Alors, comme j'ai dit, il était très influencé influencé dans le sens de réaction contre, par la pensée de B.F. Skinner. Et il a fait des cours de psychologie et de sociologie quand il était étudiant, avant de faire ses études en art. Mais il y a autre chose, c'est qu'il a passé beaucoup de temps dans l'Ouest avec les gens qui sont cavaliers. Il a beaucoup de cheval lui-même, il est responsable, il les soigne tout le temps. Et pour lui, les chevaux sont vraiment partie de son monde. Alors, dans le temps qu'il était en train de vraiment approfondir ça, il a fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Ray Hunt, qui est un soi-disant souffleur de cheval dans l'Ouest.
Et c'est un homme extraordinaire, qui était aussi l'étudiant d'un homme qui s'appelle Tom Durrance, qui était du même genre. Ce sont les vrais cowboys, pas des faux. Hein. C'est pas John Wayne, c'est pas non plus Clint Eastwood, ce sont des vrais hommes qui passent leur temps avec les bestiaux. Et Tom Durrance était le gourou, et Ray Hunt, c'est son meilleur apprenti ou étudiant. Et eux, ils ont appris, après avoir été instruits à faire briser les chevaux, hein, à briser la volonté des chevaux par la violence, qu'il vaut mieux entraîner les chevaux en prenant leur optique, en apprenant leur sensibilité. Et que si on le fait vraiment, et si on fait tout à fait attention, et une des œuvres de Booth que je peux faire montrer à la fin, c'est 2 textes, c'est « Please pay attention, please », faire attention, prier, faire attention, et deuxièmement, « Pay attention, motherfuckers ». C'est direct, on comprend. Alors, mais faire attention aux autres et faire attention à notre monde physique, à la nature vraiment, c'est quelque chose que fait peu de monde en ce moment, vraiment. Alors, les souffleurs de cheval, Tom Durrance et Ray Hunt, ont appris à Bruce vraiment à faire attention aux chevaux. Et une fois, quand j'étais avec lui, il a dit, voilà, Ray Hunt est dans les alentours, et est-ce qu'on peut aller voir ensemble sa clinique? Parce qu'il faisait sa vie en faisant des cliniques partout dans le terrain de l'Ouest et au Canada, et entraînant les entraîneurs, en entraînant les gens qui ont des ranchs et tout ça. Et à l'époque, il était très vieux, il ne pouvait plus monter sur cheval lui-même, mais il s'est assis dans une chaise, sur une chaise à côté du cercle des chevals. Et les gens avec les chevals tout à fait sauvages venaient pour lui demander comment faire pour apprivoiser cet animal. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quoi, cette jour-ci, il y avait justement un type qui était tellement orgueilleux, tellement macho, et tellement de l'ancienne école qui voulait vraiment briser son cheval. Et son cheval a refusé, tout à fait. Ce qui fait qu'on était là à regarder et que Ray Hunt, avec beaucoup de patience, a essayé d'instruire les uns après l'autre. Alors, d'abord, il faut savoir qu'apprivoiser un cheval, ça prend beaucoup de finesse, beaucoup. Et Hunt a fait une méthode où c'était possible de prendre un cheval tout à fait sauvage et dans une demi-heure ou 3/4 d'heure, arranger que le type qui voulait ride, monter à cheval, pourrait mettre dessus une bride et une selle sur un cheval tout à fait sauvage. Comment? D'abord parce qu'il savait bien, en observant le cheval, que les chevaux ont les yeux qui sont sur les bords de la tête. Alors comme ça, si on les aborde d'en face ou en arrière, il prend peur parce qu'ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne voient pas. Alors, il faut toujours aborder le cheval dans le vecteur de sa vision. Deuxièmement, les chevaux sont très, très craintifs, et surtout les chevaux sauvages. Alors, si on met la main sur les hanches et sur le dos, et sur le cou et sur le visage, en faisant la tour du cheval, le cheval serait content et serait paisible. Mais si on lève les mains et apparaît de l'autre côté subitement comme ça, le cheval prendra peur comme ça et aura des problèmes avec vous et vous avec lui. Alors comme ça, il a fait enseigner aux gens comment traiter un cheval afin que le cheval puisse apercevoir là où est l'homme, et les intentions de l'homme, et la façon de faire de l'homme, et de comprendre que l'homme n'est pas son ennemi, vraiment. Et que de maîtriser un cheval, c'est de maîtriser soi-même. C'est ça, en fait. Alors, dans cette vidéo, c'est le cheval qui se met sur l'homme, en quelque sorte. C'est Bruce qui est à cheval, mais il a renversé l'image, et c'est le cheval qui est au-dessus et lui qui est en bas. Alors, si on veut comprendre, et je vais terminer avec ça, si on veut comprendre l'œuvre de Bruce Nauman, il y a beaucoup de points d'appui ou points de repère, beaucoup de moyens d'entrer dedans, mais pensez à cela, que c'est un type tout à fait empirique, avec une vision métaphysique. C'est quelqu'un qui sait certaines choses et qui sait très bien ce qu'il ne sait pas.
mais qu'il est sans peur d'apprendre des choses et par des moyens très directs. Que c'est un philosophe d'image et non pas de phrases. C'est un sculpteur de langue et non pas de concept. C'est un artiste conceptuel pour qui la perception est toujours très importante parce que c'est par la perception de l'œuvre, par la perception de la vie, par la perception des autres qu'on les apprend, qu'on a acquis ce que c'est qu'un autre. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment un artiste foncière de l'époque, justement parce qu'il a réussi quand même à faire dissoudre les conflits idéologiques et qu'il a fait une œuvre où il fait montrer, dans le sens de Wittgenstein, les choses qu'on ne peut pas dire. Alors, merci. Bouge vers le son, j'ai réussi à s'arrimer à la musique. En Allemagne, il y a des gens, mais c'est la génération d'avant, qui viennent de la musique.